Alors aujourd'hui, on va vous faire un podcast Amazon FBA sur toutes les étapes à mettre en place pour lancer un produit à succès. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Billy. Donc à nous deux, on a 15 ans d'expérience sur Amazon. Donc ça fait à peu près 5 ans toi que tu vends sur Amazon et moi un petit peu plus de 10 ans. On a tous les deux généré des millions avec Amazon et toi tu as même vendu un de tes comptes. Donc tu as fait le tour de la boucle si on peut dire ainsi. Et donc avec ce podcast, on va faire une feuille de route détaillée à jour sur vraiment qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut lancer un produit sur Amazon. Et également pour vous aider à bien suivre tout le process, on vous met à disposition juste en dessous. Donc la feuille de route Amazon FBA, c'est une mind map où vous allez avoir toutes les étapes en fait que vous allez devoir mettre en place pour lancer votre produit sur Amazon. Alors avant de rentrer dans les étapes, on va peut-être commencer par planter un peu le décor sur qu'est-ce que c'est qu'Amazon FBA en private label. Je te laisse commencer. Déjà, FBA, ça veut dire Fulfilled by Amazon. Donc, le principe, c'est qu'on va envoyer sa marchandise dans les entrepôts d'Amazon qui, eux, vont les envoyer vers le client. L'avantage, c'est que du coup, ils vont pouvoir recevoir la marchandise en 24 à 48 heures. C'est ce qui fait la force du FBA. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens achètent sur Amazon, c'est pour cette garantie d'être livré rapidement. Complètement. Et d'ailleurs, ça se reflète dans les taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Dès que tu as le badge Prime, effectivement, Exactement. ça augmente énormément la Et conversion. donc, au-delà de ça, il faut aussi créer sa propre marque. Donc, envoyer ses produits chez Amazon avec sa propre marque. Et donc, ensuite, Amazon les envoie aux clients. Et puis, je pense qu'on peut dire aussi de façon non biaisée que quelqu'un qui veut vendre un produit physique sur Internet, c'est la meilleure plateforme où le faire et la meilleure façon de le faire. Parce que si on compare ça avec le fait de créer son propre site Internet, bon, déjà, il y a une courbe d'apprentissage pour créer son propre site. Même si vous utilisez des outils comme Shopify où le travail est bien mâché, ça reste quand même un peu complexe si on compare avec le fait de créer une fiche produit où là, finalement, c'est des cases à remplir. Donc, il y a ça, il y a le trafic qui est le nerf de la guerre. Et si vous créez votre Shopify, le jour 1, qu'est-ce qui se passe? Sans publicité, zéro visiteur. Ouais. Zéro visiteur. Alors que quand vous êtes sur Amazon, dès le départ, vous avez des millions de visiteurs tous les mois. Qui sont susceptibles de voir la fiche à condition qu'il y ait de la demande. Ouais, à condition d'avoir bien optimisé sa fiche, etc. Mais en gros, vous allez avoir accès à un trafic déjà énorme sans rien avoir à faire. Après, vous pouvez bien sûr faire de la pub sur Amazon pour être encore plus mis en avant, mais déjà, vous allez avoir accès à ce trafic. Et en France, actuellement, c'est le site numéro 1 en termes de vente et de trafic sur les produits neufs. Ouais, donc en mettant vos produits sur Amazon, vous allez le mettre en face du plus grand nombre possible d'utilisateurs avec l'effort qui est le moins grand si on compare avec le fait de créer son propre site ou alors d'aller sur d'autres marketplaces. Et puis, le dernier grand avantage de ce business model, c'est le fait que quand vous créez votre marque, vous créez un actif, vous créez quelque chose qui a une valeur et qui peut se revendre. C'est pas un petit coup, c'est pas juste un revenu en fait. Amazon FBA, c'est aussi quelque chose. Une vraie entreprise, ouais, que vous allez pouvoir revendre. C'est ce que tu as fait déjà une fois, que tu vas peut-être refaire dans le futur. Donc, on en parlera un petit peu plus vers la fin, mais c'est vraiment quelque chose à pas négliger dès le départ, de bien comprendre que toutes les étapes que vous allez mettre en place, notamment au niveau du sourcing, du branding, etc., ça a une vraie importance parce que sur le long terme, ça aura une valeur et ça pourra se revendre. Et donc maintenant qu'on a planté le décor et qu'on a montré les avantages d'Amazon FBA en créant sa propre marque, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet et passer à la première étape du lancement d'un business Amazon FBA qui est de trouver une niche, de trouver un produit gagnant. Donc là, je vais te laisser un peu la parole. Donc, quelles sont pour toi les choses à faire et comment se procéder pour trouver justement sa première idée de niche? Déjà, la première étape, c'est d'avoir les bons outils. C'est quasiment impossible de trouver une bonne idée sans l'outil principal. En l'occurrence, nous, on utilise Helium 10, qui va nous permettre, grosse différence avec, encore une fois, le e-commerce traditionnel, ça va être de pouvoir voir les chiffres d'affaires de tous nos concurrents, en plus de connaître la demande des consommateurs, donc les volumes de recherche par mots-clés. Et donc, en cumulant les deux, finalement, on peut trouver une lacune dans l'offre, tout simplement en voyant une demande forte versus peu d'offres. Ouais, c'est quand même incroyable ces outils. En fait, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, vous allez sur n'importe quelle page Amazon de résultats pour un mot-clé. Donc, vous tapez brosse à cheveux, par exemple, et vous allez faire tourner la Chrome extension et vous allez voir chaque produit, combien il génère de chiffre d'affaires par mois. Et surtout avec la tendance et la date à laquelle il s'est lancé. Et donc, on peut faire ça sous forme de liste en voyant tous les concurrents de la niche en question. Et on a vraiment toutes les données entre nos mains, le nombre d'avis qu'ils ont eu, à quelle vélocité ils ont eu ces avis. Donc, il y a une granularité en fait qui n'a pas de compétition sur d'autres secteurs. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres business models, c'est assez dur de savoir combien son voisin fait de chiffre d'affaires concrètement tous les mois, etc. Donc ça, c'est un énorme avantage en termes de recherche de niche. Et du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on partage peut-être quelques conseils ou peut-être quelques techniques pour trouver justement une niche et sur les dernières choses que tu fais dernièrement quand tu cherches un nouveau produit. Déjà, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas aller dans des catégories trop complexes. Donc, tout ce qui est électroménager, électronique en général, ou tout ce qui touche à la santé ou à la sécurité, ou même au bébé, par exemple, je vais éviter.
parce que pour un premier business, c'est quand même assez risqué et ça demande des compétences qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc moi, je vais rester sur des choses que je peux simplement améliorer, donc un produit sur lequel je vais ajouter une fonction simple ou que je vais améliorer par le design. Donc pas forcément une fonction, mais donc un design qui n'a pas encore été proposé dans une niche que les gens affectionnent pour justement le design. Ok. Également, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut mieux être leader dans des sous-niches plutôt que d'essayer de prendre des miettes de gros marchés qui sont trustés déjà par des grandes marques. Et ça, c'est un biais que beaucoup de gens ont, en fait, qui pensent qu'on peut prendre les miettes, comme tu dis, parce que justement, c'est un gros marché et que du coup, on peut prendre quelques milliers d'euros tous les mois. Mais en fin de compte, non, parce qu'on va être en concurrence avec des gros acteurs. Qui ont énormément de budget publicitaire, etc. Et pour prendre ces miettes, ça va coûter très cher. Exactement. Et surtout, on sera très peu rentable parce qu'on va se retrouver en dernière page et notre produit ne sera pas très visible. Alors qu'à l'inverse, si on vise de toutes petites niches avec peut-être 4 ou 5 vendeurs qui vendent cette typologie de produits, on peut aller prendre un quart du marché parce que justement, il y a peu de vendeurs. Et non seulement ça va coûter moins cher en publicité, moins cher également en budget de départ et ce sera beaucoup plus sécure à court et moyen terme. Ouais, je pense qu'il faut être aussi réaliste avec son budget de départ. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer avec 5 à 10 000. C'est un peu le budget commun de ce que tu peux voir en mentorat. Et ils vont essayer d'aller peut-être dans des niches à 100 000 $. Mais vous n'allez pas pouvoir suivre niveau stock. Donc, il faut être cohérent avec le budget que vous avez et la taille de la niche et le volume mensuel pour le produit que vous allez lancer. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler. Également, je pense qu'il est important de faire la grosse différence entre ce qu'on aime soi, ses intuitions, et ce que dit le marché. Et en fait, la plus grosse leçon de vie que j'ai pu avoir dans toute ma carrière d'entrepreneur, c'est de vendre simplement aux gens ce qu'ils veulent acheter. Et pas essayer que ce soit dans les produits ou dans le service. Ouais, dans n'importe quoi, c'est de vendre ce que les gens veulent acheter. C'est simple. Et quand vous l'entendez comme ça, vous dites, bah oui, ça fait sens. Mais en fait, si vous voyez tous les gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui vont justement suivre leurs intuitions ou leurs passions, alors que c'est pas exactement ce que veut le marché. Je pense que quand on est débutant, c'est un peu un facteur de motivation parce qu'on se dit qu'on va faire quelque chose qu'on aime. Mais finalement, le but final, c'est quand même d'avoir une indépendance financière et ou géographique. Et ça passe peut-être par quelque chose qu'on n'aime pas forcément au départ, mais ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. Et certains vont s'enfermer dans quelque chose qu'ils aiment mais qui ne va leur apporter rien. Et c'est là souvent où on perd du temps et de l'argent. C'est un grand débat de vie aussi, de savoir qu'est-ce qui est le mieux, de commencer par ce qu'on aime ou pas. Mais je pense que clairement, de faire des choses qui sont profitables pour ensuite faire ce qu'on aime, c'est le meilleur chemin de vie. Et donc, il y a des outils, comme on l'a dit un peu plus tôt, qui sont formidables pour ça, Helium 10, qui vont vous dire concrètement combien ça génère par mois. Et donc, aller plutôt dans ce qui marche plutôt que dans vos passions ou vos intuitions ou sur des choses où vous n'avez pas de data en fait. D'ailleurs, tu avais dit un truc un jour qui m'avait marqué, c'était que ça t'arrivait parfois d'arriver sur des niches dont tu ne connaissais même pas l'utilité du produit et que c'est souvent les plus intéressants. C'est les meilleurs. Donc même pas l'utilité, mais tu ne sais même pas à quoi servait le produit du tout. Même des mots. Je ne savais pas le mot qui qualifie le produit, j'en avais jamais entendu parler. Je n'aurais pas su l'écrire, l'orthographe, des orthographes compliquées parfois. Et ça a été les meilleures niches. Et c'est un point aussi que je voulais ajouter, c'est souvent les meilleurs produits à lancer sur Amazon. C'est des produits dont vous n'aviez jamais entendu parler. Plus ça peut paraître un peu bizarre ou sous-niché, c'est souvent là où sont les plus grosses... Ça ajoute une barrière à l'entrée. Exactement, c'est là où sont les meilleures opportunités. Et enfin, le dernier point qui a quand même son importance, c'est le prix du produit. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Moi, je le situerais entre 30 et 80 euros. Alors 30 pour moi, ce serait vraiment le minimum et 80, c'est une bonne tranche. J'ai été jusqu'à vendre des produits à 150 et plus. Après, l'investissement de départ peut être parfois un peu plus important. Mais pourquoi au-dessus de 30? C'est que bien souvent, c'est difficile d'être profitable. Alors, ça existe quand même. Il y a des produits très profitables à bas prix. D'ailleurs, on a eu des élèves qui sont venus ici. Il y a eu une interview sur la chaîne de Vincent. Donc, ça existe. Et même Quentin, d'ailleurs. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai jamais vendu de produits en dessous de 30 $. Et on a quand même plus de facilité à trouver la rentabilité sur des produits au-dessus de 30 $. Car aussi, on va enlever tous les compétiteurs de gens qui cherchent justement à lancer des produits qui coûtent quelques centimes à l'achat. Donc ça enlève déjà la moitié de la compétition au départ. Effectivement. Et pour conclure, pour ceux qui sont dans la Super Seller Academy, on vient de mettre à jour le module recherche de niche qui est le plus complet sur le marché et qui est basé surtout sur l'expérience en fait de tous les mentors. Vous avez accompagné des centaines d'élèves. Je sais pas, tu as combien là? On en est presque à 400 là. 400 élèves. Chacun vous ont présenté plusieurs niches. Donc des recherches de niche, vous en avez fait des milliers et vous avez validé à peu près 400 produits qui ont été lancés. Donc une énorme expérience sur 3 ans qu'on a synthétisé donc dans le nouveau module de recherche de niche qui sera dans la formation pour ceux qui sont déjà membres ou sinon pour les autres, le lien sera juste en dessous. Et du coup, on va pouvoir passer au point suivant qui est l'étude de marché. Donc au départ, on débroussaille un peu, on trouve l'idée de niche, etc. On en a peut-être plusieurs. Et ensuite, comment on confirme
que ce produit est réellement intéressant à lancer ou pas? Bah, la première étape, ça va être de valider les datas, donc les données, celles qu'on a dans le logiciel dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Helium 10. Donc ça va être les volumes de vente des concurrents, mais également de la niche au global, le volume de recherche de la niche. Donc par exemple, si c'est canapé rose, on va de voir combien de gens recherchent des canapés roses tous les mois et quelle est la tendance, donc est-ce qu'elle est en hausse ou en baisse. Ensuite, on va avoir les nombres d'avis. Donc, est-ce que ce sont des produits qui ont déjà accumulé beaucoup d'avis ou non? Parce que forcément, c'est plus facile de rentrer dans un marché avec des produits qui ont peu d'avis, parce que les consommateurs ne seront pas attirés vers des produits qui ont des milliers d'avis. Ensuite, dans un second temps, on va regarder les fiches produits de ses concurrents, donc voir qui vend quoi, à quel prix, quel est le rapport qualité-prix qui est proposé. Et ça va nous permettre de nous faire une idée du marché, de voir éventuellement ce qu'on peut apporter. Et dernière étape, pour moi, ça va être les avis clients, donc d'identifier les avis positifs, mais également les avis négatifs sur chaque fiche produit pour essayer de comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et de là en tirer des conclusions et donc des axes d'amélioration pour pouvoir améliorer les produits existants et proposer quelque chose d'unique. Ouais, clairement, le produit gagnant, en fait, il peut se créer d'un cumul de mauvais avis négatifs sur une fonctionnalité inexistante ou mal exécutée, et c'est de là que vous pouvez créer votre produit gagnant, en fait, à partir de là. En fait, donc on a les données, pour récapituler, les avis des clients et également les fiches produits des concurrents. Avec ces trois axes, on a vraiment toutes les informations possibles et imaginables pour trouver un angle que les autres n'auraient pas encore proposé. Et une fois qu'on a accumulé ces données, la dernière étape, c'est d'aller voir ce qui se passe en dehors d'Amazon. Parce que finalement, une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, on est quasi expert de sa niche. On connaît les tenants et aboutissants, on sait exactement qui vend quoi, à quel prix, avec quels matériaux, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc, on peut aller trouver quelque chose en dehors d'Amazon qui pourrait très bien se vendre sur Amazon sans avoir à réinventer la roue. Ouais, et puis on peut écouter un petit peu ce qui se passe en dehors d'Amazon, comme tu viens de le dire, sur des Reddit, par exemple, des gens qui vont être passionnés d'une niche qui t'intéresse à lancer, de voir un petit peu ce que dit vraiment l'utilisateur final, d'aller sur des forums, comme tu l'as dit, ou des sites de niche, etc. Par exemple, de camping, de niche, ou même de des chaînes YouTube aussi très nichées, etc. Et de voir des avis concrets d'utilisateurs finaux pour voir peut-être des besoins qui peut-être n'ont pas été encore servis sur Amazon. Et là, vous pouvez l'apporter grâce à ces recherches. D'autant plus avec l'IA aujourd'hui, où on peut synthétiser toutes les informations des 3 piliers que je viens de décrire et en tirer des conclusions et ensuite faire des recherches en dehors d'Amazon avec l'IA également. Et avec la force justement de l'IA, on peut cumuler toutes ces informations et trouver une idée de produit beaucoup plus facilement. La vitesse à laquelle on peut trouver justement les inefficiences ou les problèmes sur un produit par rapport à quand je me suis lancé, c'est juste ridicule. C'est-à-dire que là, vous pouvez scraper tous les commentaires, vous les donnez à ChatGPT, vous lui faites ressortir tous les points. C'est fait en 3 minutes, alors qu'avant, il aurait fallu que je lise des centaines de commentaires, que je synthétise dans un tableau, etc. Enfin, vraiment, utiliser l'AI maintenant à l'époque à laquelle on est, ne pas l'utiliser, c'est vraiment... quand on sait s'en servir et qu'on lui donne les bonnes informations, c'est très puissant. Et d'ailleurs, on a fait un live récemment qui est en rediffusion dans la formation, justement sur l'utilisation de l'IA dans nos business Amazon. Et ça a beaucoup plu. Je pense que c'est vraiment quasi indispensable. Oui, bien sûr. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de ne pas l'utiliser. Et pas uniquement au moment de la recherche de produits, ça peut être utilisé à plein de niveaux dans le business Amazon FBA. Le point suivant, ça va être le sourcing fournisseur et les commandes d'échantillons. Donc une fois qu'on a vraiment trouvé sa niche, validé qu'il y a un vrai potentiel, l'étape suivante, ça va être un petit peu de trouver quelqu'un qui peut produire ce produit. Donc encore une fois, je te laisse justement nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement. Ce que je fais, c'est toujours Alibaba. Pour moi, ça reste le site numéro 1. C'est anglophone, donc on comprend facilement le site, contrairement à d'autres sites qui sont en chinois et qui sont moins efficaces. On a accès à des milliers de fournisseurs, quel que soit le type de produit. Il y a aussi du background, donc on peut voir combien de produits a déjà vendu ce fournisseur, les notes qu'il a déjà eues. Combien de temps depuis combien de temps existe l'usine? Depuis combien de temps? Il y a des assurances qui sont proposées. Donc, lorsqu'on va commander la marchandise, on aura une assurance sur la marchandise, mais également une assurance sur l'envoi de la marchandise. Donc, c'est très sécurisé. On a une communication directement dans la plateforme via le chat qui évite de sortir de la plateforme et donc d'être moins sécurisé. Donc, il y a l'historique de tous les échanges qu'on a avec le fournisseur. On peut également faire des appels d'offres. Donc, on peut RFQ. Exactement. Request for quotation, c'est-à-dire que, comme tu viens de dire, vous faites un appel d'offres, vous dites, voilà, je voudrais produire ce produit avec telle spécification. Et en fait, au lieu de vous aller chercher les usines, c'est les usines qui viennent à vous avec justement des quotations, des devis. Moi, c'est les 2 techniques principales que je vais avoir, c'est faire mes recherches donc par moi-même et
faire des appels d'offres. Et après, il y en a une troisième qui est aussi l'agent de sourcing. Sourcing agent, ouais. Donc ça, c'est, je dirais, quand on va avoir une demande vraiment très spécifique qui est difficilement explicable à un fournisseur, ça peut être un très bon relais parce que justement, il va avoir l'habitude de comment bien l'expliquer à un fournisseur et surtout comment obtenir un tarif cohérent. Donc on peut même cumuler les trois parfois. Ça donne à la fin vraiment le meilleur prix. Ouais. Ouais, parce que parfois, si vous voulez ajouter une fonctionnalité ou si vous voulez vraiment innover sur un produit, il n'existe pas dans les résultats de recherche Alibaba. Et donc, vous n'allez pas forcément trouver, alors qu'un sourcing agent, il va savoir avec quel type de société, d'usine parler et comment leur expliquer ce que vous voulez. Donc, et je veux juste insister sur le fait que Alibaba, à ne pas confondre avec AliExpress, est vraiment B2B, donc c'est destiné aux vendeurs. Donc il y a des gros volumes et des prix très attractifs. Donc ce n'est pas des tarifs que vous allez trouver sur des sites de vente de particuliers. Ouais, comme AliExpress, où là, ça va être de la vente au détail. Exactement. Et c'est vrai que les gens ont tendance à confondre les deux. Il y a 1688 aussi, tu disais tout à l'heure, le problème, c'est que ce n'est pas traduit aussi bien, etc. Et je n'ai pas toujours trouvé des tarifs plus intéressants, malgré le fait que ce soit destiné aux Chinois. Donc à voir, ouais. Ça peut valoir le coup de comparer. Mais j'ai toujours trouvé de bons tarifs sur Alibaba personnellement. Ouais, puis après ça dépend de chacun, de chaque niche, etc., produit, des spécifications du produit. Ouais. Et également, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'au-delà d'Alibaba, 1688, etc., les plateformes de sourcing chinoises ou asiatiques de manière générale, on peut également sourcer en Europe avec des sites comme Europage par exemple. On peut également sourcer aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait. Surtout que c'est dans la tendance. Ouais. Les gens affectionnent beaucoup le Made in Europe, Made in France ou Made in USA. Ouais. Et on trouve quand même de plus en plus de fournisseurs, même si certes, on va peut-être avoir des montants de commandes qui vont être un peu plus importants. Les barrières à l'entrée sont un peu plus importantes, mais j'ai l'impression aussi que ça s'assouplit un peu avec le temps, puisque ça devient de plus en plus populaire. Et ces gros mastodontes, ces grosses usines européennes, enfin occidentales, comprennent maintenant qu'il y a un marché à prendre avec des plus petits vendeurs. Ouais, donc ça va peut-être se démocratiser, on va dire. Mais on va dire il y a 10 ans, c'était plus compliqué de travailler avec ce type d'usine. Et c'est pour ça qu'on ne le mettait pas toujours en avant. Mais je pense qu'il est important de dire que si vous voulez vendre votre propre marque sur Amazon, vous n'êtes pas condamné à uniquement sourcer en Chine. Vous pourriez sourcer avec une entreprise en France, au Portugal ou peu importe, aux États-Unis. Donc c'est une possibilité. Et aussi, on n'a pas parlé, mais pour le sourcing, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des voyages dans des foires, dans la thématique de vos produits. Donc, il y a un site, je le ferai s'afficher là, où il y a le calendrier de tous les foires en Asie, etc. Et la plus grosse des foires, si vous voulez aller à une seule pour voir un maximum de choses. La Canton Fair. Ouais, c'est la Canton Fair. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. C'est vraiment la tarte, c'est Alibaba dans la vraie vie. Donc, vous allez pouvoir passer de stand en stand. Et ce qui est vraiment formidable par rapport à sourcer sur Alibaba, où là, vous allez faire des échanges par message. Ça ne va pas toujours être très visuel, en fait. Là, vous allez être avec quelqu'un qui travaille dans l'usine juste à côté de vous. Et vous allez avoir le produit dans vos mains et vous allez pouvoir lui dire, voilà, je voudrais faire cette modification-là au niveau du grip. Je voudrais changer cette couleur-là. Est-ce qu'on peut changer cette fonctionnalité? Enfin, on peut vraiment montrer physiquement et rapidement et vraiment que ça soit fluide, en fait, la conversation avec la personne. Donc, c'est pour moi un des gros avantages d'aller à ce type de foire. Après, c'est pas obligatoire. J'ai lancé mes premiers produits sans aller à la Canton Fair. Moi aussi, mais toi, je pense que c'est ce qui t'a permis, par contre, de passer un cap. Oui, alors, c'était pas à la Canton Fair, c'était dans une foire qui était spécialisée justement sur ma thématique. Et en fait, ça m'a permis de trouver des nouveaux fournisseurs et de baisser énormément les prix. Donc, ça a été vraiment très bien pour moi. Et le fait de rencontrer les fournisseurs en physique, que ce soit à travers le fait d'aller à des foires ou d'aller dans leurs usines directement, il y a une certaine relation qui se crée. Vous allez au restaurant, souvent ils se picolent bien pendant le repas, etc. Et bref, il y a un truc qui se crée qui fait qu'il y a une confiance ensuite et vous allez avoir des meilleurs délais de paiement. Peut-être en allant dans les usines, ils vont vous montrer des produits de concurrents qui sont en production en ce moment. Je ne devrais pas te montrer, mais tiens, jette un œil. Et en fait, tu peux voir peut-être des nouvelles choses à lancer. Alors, pas forcément à copier 100%, mais ça peut donner des inspirations. Donc voilà, vous créez quelque chose que vous ne créez pas malheureusement en dialoguant uniquement sur Alibaba et WeChat. Donc voilà, l'avantage d'aller en Chine, après encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est pas la première chose que vous devez faire, vous pouvez déjà faire énormément totalement en ligne. Ouais. Mais après, votre premier, deuxième, troisième produit, peut-être ça peut faire sens d'aller faire un petit voyage, soit à la Canton Fair, soit dans une foire qui sera dans votre thématique. Ensuite, du coup, une fois qu'on trouve un fournisseur, les échantillons. Donc, comment ça se passe? Lorsque du coup on a validé son idée et qu'on a validé les modifications qu'on va apporter sur ce produit ou le design qu'on veut développer, on va donc envoyer toutes les spécificités au fournisseur, on va s'assurer qu'il les ait bien comprises et on va donc lui faire fabriquer un échantillon. Ouais.
Le but, ça va être qu'ils le fabriquent et qu'ils nous l'envoient pour qu'on puisse le contrôler. Contrôler la qualité, comment il fonctionne, sa durabilité et identifier en fait un quelconque défaut qu'il pourrait avoir, le corriger et éventuellement commander un deuxième échantillon qu'on va contrôler à nouveau. Et l'idée, c'est que lorsqu'on va passer la commande finale, le produit soit parfait. Ouais, parce que clairement, il y a des débutants qui pourraient se faire avoir de se dire ah, l'image sur le listing Alibaba, ça a l'air très bien, ça a l'air bonne qualité. Est-ce que vous pouvez me faire telle ou telle modification? Le Chinois, il va toujours dire oui, oui, pas de problème. Et si vous lui demandez pas d'échantillon, il pourrait essayer de vous faire acheter directement une production finale et vous pourriez être très déçu du produit final qui remplirait pas totalement votre cahier des charges. Et c'est un moyen vraiment de faire mieux que 90% de la concurrence, parce que ce que j'ai identifié dans toutes les niches que j'ai étudiées pour moi et pour les élèves que j'ai accompagnés, c'est que ce qui revient tout le temps, c'est des problèmes de qualité. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut être évité vraiment très facilement. Clairement. Et aussi, une chose à ajouter, c'est qu'il faut faire attention en ce moment sur Alibaba avec toutes les avancées de l'IA. Du coup, il y a pas mal d'images générées et qui sont en fait des produits qui n'existent pas réellement. Donc, encore une fois, d'où l'importance de commander des échantillons, des samples, pour voir concrètement à quoi ressemble. Ce soit la première fois qu'ils le fabriquent. Il est possible que le produit n'existe absolument pas uniquement en IA et en images générées et qu'ils ne savent même pas comment le produire. Donc, il faut faire attention à ça. Et aussi, un petit tip qu'on peut donner au niveau des échantillons, si vous en faites faire dans plusieurs usines en même temps, vous pouvez ensuite les consolider avec un freight forwarder, donc un agent de shipping, un agent de fret. Donc, au lieu de payer le fret de port pour un seul produit, vous faites envoyer les 3 échantillons ou 5 échantillons si vous faites avec 5 usines différentes à un seul point, à votre agent de fret, et ensuite il vous renvoie tout à vous. Ça permet d'économiser parfois plusieurs centaines de dollars. Ouais, parce que ça chiffre vite en fait. Ouais. Juste pour un seul envoi, ça peut. C'est vrai que pour une première expérience, d'économiser déjà 400 ou 500 dollars sur ce pot, ça peut faire la différence. Surtout pour les gens qui vont se lancer avec un budget de 5 000 ou 10 000, c'est déjà 10 à 5% de leur budget. Donc clairement, c'est un tips qu'il faut mettre en place. Et ensuite, la troisième étape, toujours dans cette partie sourcing fournisseur, c'est donc d'avoir vos quotations, donc vos devis, de savoir quel va être le prix unitaire de production pour vos produits. Déjà, petit tips, vous pouvez dès le départ lui demander pour des commandes beaucoup plus grandes pour voir quelle va être la différence en prix unitaire plus vous allez scaler votre business. Et comme ça vous permet de voir un petit peu votre marge de négociation quand vous allez scaler et pas vous faire avoir à ce qu'il reste dans ce même prix unitaire alors que vous augmentez la taille de vos commandes. Petit tips au passage. Et donc, une fois que vous avez vos prix unitaires, eh bien, vous allez calculer en fait la rentabilité, votre rentabilité, exactement. Ouais. Donc, tu peux expliquer un petit peu comment vous y prenez? On a un tableau qu'on utilise, qu'on a créé, dans lequel on va mettre, donc qui est inspiré de celui d'Amazon, mais qui est beaucoup plus avancé. Ouais, il y a déjà un sur Amazon que vous pouvez trouver, calculateur rentabilité Amazon. Ouais. Donc nous, on a une version un peu plus simple d'utilisation et plus avancée. Plus poussée, ouais. Donc on va mettre en fait les coûts d'achat du produit, les frais Amazon liés au produit. Donc il y a 2 types de frais, 3. Tu vas avoir la commission Amazon, les frais d'envoi ainsi que les frais de stockage. Et à la fin, on aura donc ce qui nous reste. Donc on a coût d'achat, coût de transport, frais Amazon divers. Et également, en plus de ça, il y a un bloc sur le lancement. Donc, pour calculer ces frais de lancement. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup plus complet que ce que vous allez trouver sur Amazon et on vous le mettra également en ressources gratuites juste en dessous. Normalement, c'est pour les élèves de la formation, mais là, on vous le met juste en dessous en ressources supplémentaires gratuites. Donc ça, c'est toute la partie donc sourcing, trouver le produit, le faire modifier à sa marque, à son image, estimer les coûts pour être sûr que c'est rentable de lancer le produit. Et ensuite, là, c'est bon, on a passé toutes les étapes on passe à la validation définitive du produit. Donc là, c'est le moment où il faut que vous soyez ultra honnête avec vous. C'est est-ce que le produit que vous avez conceptualisé avec les modifications que vous avez apportées, etc., si vous le mettez en face de la compétition existante dans les résultats de recherche sur Amazon, est-ce que, sincèrement et honnêtement, votre produit est meilleur ou donne plus envie d'être acheté ou apporte quelque chose de différent sur la niche qui n'était pas desservie? Il faut que vous soyez très honnête et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas à cette question. Surtout pas écouter l'avis des autres. Ouais, pas écouter l'avis de papa, maman, c'est pas intéressant. C'est vraiment la data. Est-ce que ce produit peut faire la compétition avec l'existant et pas uniquement votre passion, votre intuition. C'est concrètement, honnêtement, est-ce qu'en pricing vous êtes bon? Parce qu'il y a des gens, ils vont rajouter un porte-clés à n'importe quoi et ils vont rajouter 5 € de plus au produit. Ils vont dire ça va passer. Dire le mien est meilleur donc je peux le vendre plus cher parce que la rentabilité va pas être très bonne et du coup ils vont rajouter 10 € et ils vont se dire que ça va passer parce que leur produit selon eux est mieux, mais souvent c'est un biais.
Et au-delà sur Amazon, moi, ce que je fais en tout cas pour moi et que je recommande de faire, c'est même d'imaginer qu'on rentre dans un magasin et qu'on voit dans le rayon, dans le magasin, notre produit. Est-ce qu'il va... un effet waouh et par envie rapport aux autres, de l'acheter. Ouais. Ou le coût de l'e-book aussi, les gens qui pensent qu'en rajoutant un e-book, alors c'est bien de rajouter un e-book, pourquoi pas, ça fait de la valeur perçue en plus, mais vous n'allez pas pouvoir ajouter 2-3 dollars ou 2-3 euros en plus par rapport au prix des compétiteurs. Donc soyez très très honnête avec ce que vous avez lancé. Et un bon exercice que vous pouvez faire, c'est faire un screenshot de la page principale des résultats d'Amazon pour le mot-clé du produit que vous voulez lancer. Faites un petit montage rapide avec la photo de votre produit et voyez comment est-ce qu'il perce bien l'écran, est-ce que ça donne envie par rapport aux autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dernier point avant l'étape finale qui est de passer commande et de faire le paiement, ce qui peut être un petit peu le point qui fait peur. C'est le point le plus stressant en tant que nouveau vendeur, je pense. Ouais. Une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on se dit ça y est, ça devient réel parce que je dois ça se concrétise la ouais. carte. Ouais. Et donc justement, tout est fait pour que ça se passe bien sur Alibaba. Encore une fois, on a des assurances donc avec le paiement, en plus des assurances qu'on a sur les produits et sur le shipping. Donc lorsqu'on va payer, on a un paiement en carte sur la plateforme. On peut aussi payer par PayPal ou par virement. Ouais. Les 3 options sont protégées et donc sont garanties. Ce qui est important, surtout pour vos premières commandes, c'est vraiment de dialoguer avec l'usine uniquement sur la plateforme et de mettre donc le purchase order. Donc c'est, comment on peut dire, c'est un contrat, un contrat d'achat. Un contrat en fait qui va cadrer la collaboration, les spécificités du produit, les vous pouvez délais mettre de fabrication. Des dessins techniques même. Exactement. Si vous voulez, des choses. Et le taux d'acceptation de défectueux également. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut à partir du moment où ça a été signé par le fournisseur et par vous-même. On le met en fait après dans la plateforme et ça va être enregistré donc dans les conversations qui ont été enregistrées avec le fournisseur. Pour ceux qui sont dans la Super Seller Academy, on donne des contrats déjà pré-remplis. Enfin, vous n'avez plus qu'à remplir avec vos informations. Et c'est ultra important parce que c'est là-dessus que Alibaba va se baser s'il y a un litige. Si la commande que vous recevez ne correspond pas du tout ou il y a des problèmes, c'est ce qui va être regardé en fait. Et ils vont souvent dans le sens de l'acheteur ouais. que l'inverse. Personnellement, j'ai déjà eu un remboursement assez important suite à un problème que j'ai eu. Julien aussi. Julien aussi. Alors moi, c'était sur un défaut produit. Julien, c'était sur un problème de transport. Donc les deux ont été parfaitement couverts. Eux, leur intérêt, c'est déjà d'avoir toujours de la bonne publicité et aussi qu'on revienne. Que le client soit satisfait. Ils ont la même démarche en fait qu'Amazon a, sauf que là, c'est pour du B2B. Mais effectivement, de manière générale, ils sont quand même de notre côté. Notre sens, ouais. Ensuite, l'étape suivante, ça va être la création de sa marque et la stratégie de branding autour de son produit. Donc, il y a 3 grands volets. La marque en elle-même, la charte graphique et le packaging. Donc, la première chose, trouver un nom de marque. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de trouver un nom de marque qui non seulement n'existe pas du tout, donc dans aucune catégorie. Avec l'IA, c'est hyper facile de nos jours. Moi, en général, je vais chercher 2 à 3 syllabes et qui n'existent nulle part. Ça peut servir dans un futur lointain, notamment dans le référencement, parce que quand les gens connaîtront notre marque et qu'ils le tapent, s'il n'y a que nous, on est référencé directement. Ouais. Et ça évite aussi d'avoir le moindre problème avec une autre marque potentielle. Ouais. Donc après, on dépose la marque à l'INPI ou à l'USPTO, bref, dans la juridiction dans laquelle on souhaite vendre, selon le pays. Et à partir de là, on va pouvoir aussi enregistrer sa marque dans Amazon avec ce qu'on appelle le brand registry, ce qui va permettre de valider sa marque dans Amazon et d'être protégé. Ouais. Et également d'avoir accès à des fonctionnalités un petit peu plus avancées que si vous n'aviez pas votre propre marque. Donc c'est une étape indispensable pour donc se protéger et également donc pour protéger sa marque et pour avoir accès à toutes les fonctions nécessaires dans Amazon. Deuxième étape, branding. Charte graphique, ouais. Donc charte graphique, donc logo, choix des couleurs et choix des polices de caractère qu'on va utiliser. Donc souvent, quand on est débutant, je l'ai remarqué avec les personnes qu'on a accompagnées, même moi j'avais un peu ce problème au début, on ne sait pas trop où chercher et comment choisir les couleurs, etc. Ce que je recommande, c'est vraiment d'aller au plus simple, prendre les 5 à 10 meilleures marques dans la niche qu'on souhaite viser. Par exemple, si on veut aller dans la musculation, on va aller chercher les 10 meilleures marques de musculation dans le pays dans lequel on souhaite vendre. Attention, c'est important parce que chaque marque dans chaque pays a des façons de communiquer différentes. Donc si on est en France, on va aller prendre les 10 meilleures marques de musculation françaises. On prend leur façon de communiquer, donc les polices de caractère, les couleurs et les types de logos qu'ils ont. Et on va en faire soi-même sa sauce. Donc, on ne fait pas une copie pure et dure d'un qui existe, mais on essaie de s'inspirer et de rester. Faut pas réinventer la roue, c'est tout. Ouais. Faut pas partir, faut pas se dire j'aime bien le vert, donc je vais faire du vert. Ça rejoint ce qu'on disait sur le produit. Faut choisir ce qui fonctionne déjà bien, parce que s'il y a des sociétés qui font déjà des centaines de millions, qui ont choisi ces couleurs et ces polices de caractère, et que ça revient plusieurs fois sur plusieurs sites,
c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et un petit tip sur le logo, on a souvent un biais, c'est de partir dans des logos un petit peu fantaisistes. Aujourd'hui, on est à l'ère du minimaliste. Il y a un exercice que je demande souvent aux gens de faire, c'est regarde les logos des 100 plus grosses entreprises au monde avant et maintenant, entre les années 80-90 et les années 2000 et plus. Ils ont tous changé leur logo à quelque chose de très minimaliste. Donc, il ne faut pas se prendre la tête, il faut faire quelque chose de très simple. Un logo Fiverr à 25 €, très minimaliste, ça fait largement l'affaire. Et pour la charte graphique, on peut la faire toute seule avec les tips que j'ai donnés, sans avoir besoin de payer un prestataire. Et ce qui est très important avec la charte graphique, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir scaler plus facilement votre business, votre marque, puisque vous allez pouvoir réutiliser. Donc, si vous avez un peu un design de packaging que vous commencez à utiliser avec à chaque fois les mêmes dispositions, les mêmes couleurs, eh bien, c'est plus facile de sortir plusieurs produits dans ce même univers. Ça va plus vite que de recommencer tout à zéro. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui vont avoir besoin d'inspiration quand on débute et qu'on n'a pas d'idée de à quoi ressemble un bon packaging, Pinterest, je pense que c'est un super endroit. Vous marquez mock-up, packaging pour un mot-clé qui est dans l'univers de ce que vous voulez lancer. Ouais, moi, j'ai trouvé des super inspirations, que ce soit sur la forme, sur les fonctions qu'ils peuvent avoir dans le packaging, par exemple la façon dont ils s'ouvrent. On peut trouver des trucs super sympas et ça ne rajoute pas de coûts supplémentaires quasi, parce que c'est juste une façon d'ouvrir le packaging qui est différente. Mais l'expérience utilisateur, au final, elle est améliorée. Des petits messages positionnés à certains endroits. Qui font vraiment la différence et qui demandent un effort minimum. En plus de s'inspirer des packaging, encore une fois, des concurrents. Donc le cumul entre les inspi qu'on trouve sur Pinterest plus les packaging des concurrents et cumulé à de l'IA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut ajouter l'IA dans la tambouille et vraiment avoir des trucs très uniques. Donc, dans ChatGPT, vous mettez les meilleurs packaging et vous dites, voilà, j'aimerais que vous inspiriez de ça pour ma marque qui va faire ci, ça. Vous essayez de faire le prompt le plus complet possible. Et l'IA va vous sortir des mock-ups, encore une fois. Alors, ils ne seront pas parfaits, les écritures ne seront pas bonnes, etc. Mais vous pouvez avoir vraiment des bonnes inspirations. Il y a une base de travail solide ensuite pour le donner à un designer. Que vous allez donner à un designer sur Upwork ou sur Fiverr. Et en fait, le travail, il est mâché parce que là, vous avez déjà un peu des rendus finaux. Alors, même si encore une fois, c'est pas parfait et c'est pas utilisable tel quel, puisque c'est un render 3D que ChatGPT va vous sortir de packaging, mais vous avez 80% du travail qui est fait pour le designer final. Il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'en fait, aujourd'hui, sur ChatGPT, on peut mettre des liens avec la version payante et des images. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent qu'on est encore à l'ère des prompts où on tape du texte. Non seulement on lui parle directement et on lui envoie des données. On peut nourrir la machine. Et c'est vrai que ça, il y a encore beaucoup de gens, je le vois dans les personnes que je côtoie et que j'accompagne, qui ne sont pas encore au courant qu'on peut s'en servir comme ça. On en revient à ce qu'on a dit plus tôt. Si vous n'utilisez pas l'AI, vous perdez de la vitesse par rapport à vos concurrents. Point suivant, inspection, qualité et choix du transport. Donc, du coup, là, on a la production qui a été lancée, le branding qui a été appliqué à la production et on est vraiment au moment où, ça y est, le produit sort tout chaud du fournisseur. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et donc là, la dernière étape, en fait, on avait reçu l'échantillon dont on avait contrôlé la qualité, mais là, on était sur une unité ou deux. Alors que là, on en a maintenant peut-être 500 sur les bras. Et on a besoin que lorsque ça arrive chez Amazon, ce soit du même standard que ce qu'on avait entre les mains à la maison. Et pour ça, on a encore une fois un filet de sécurité qui n'est plus Alibaba cette fois-ci, mais qui est en plus d'Alibaba, qui va être une société tierce d'inspection. Donc ne faites pas confiance à votre fournisseur parce que ça arrive qu'il propose de faire l'inspection lui-même. Bon, ça peut éviter certains problèmes, mais assez flagrant. Et surtout, on peut en trouver des dizaines de sociétés d'inspection qui sont assez intéressantes en prix. Ça va coûter... Ça va dépendre du produit, mais on va dire qu'à partir de $300 à peu près, vous allez pouvoir... Pour une inspection complète sur quelques centaines d'unités. En fait, ça va aller de quelques dizaines de centimes jusqu'à quelques dollars sur des gros produits par produit. Et là, on a la quasi-garantie quand on fait une inspection à 100%, d'avoir une cargaison qui va arriver en parfait état chez Amazon et qui correspondra surtout aux standards qu'on avait conclus dans le contrat et aussi les standards qu'on avait eus lorsqu'on a reçu l'échantillon. Et certaines personnes vont vouloir faire l'impasse là-dessus, mais rappelez-vous bien d'une seule chose, c'est si vous ne faites pas ça, que vous avez des mauvais commentaires, ça va vous coûter bien plus cher que les $300-500. Surtout sur un premier lancement. Parce que si on cumule des mauvais avis sur un produit qu'on vient de lancer, on se coupe l'herbe sous le pied. Clairement. Donc, rappelez-vous toujours bien et posez-vous la question, combien vous seriez prêt à payer pour enlever un mauvais commentaire? Et bien là, vous avez le prix tout de suite en faisant une inspection avant de l'envoyer. Sachant que 2 ou 3 mauvais commentaires peuvent faire perdre beaucoup de ventes. Ça peut faire énormément de mal à votre business. Ça va vite. Et puis ensuite, du coup, le choix du transport, donc du transporteur, freight forwarder en anglais.
Alors, on a plusieurs options. Parfois, le fournisseur va avoir de bonnes options étonnamment, parfois moins cher qu'un transporteur indépendant parce qu'il a sûrement beaucoup de volume. Donc ça peut peut-être être qu'il est en partenariat avec un freight forwarder qui est juste à côté, parce que quand vous allez prendre un freight forwarder sur Alibaba, vous savez pas où il est en Chine, et la Chine est énorme, et donc c'est pas le même coût s'il est dans une ville à 5000 km. Et l'avantage, c'est qu'on garde le même interlocuteur, et au niveau des assurances, ce sera beaucoup plus simple à faire jouer quand on a l'interlocuteur. De tout intégrer, Autrement, on peut encore une fois faire un appel d'offres et donc demander des tarifs à plein de transporteurs différents via Alibaba encore une fois. Donc on leur donne les spécificités de la cargaison, le poids, les quantités, etc. Et là ensuite on compare les prix tout simplement. Et au sein de ces deux options, on va avoir 3 options. Donc transport par avion, par bateau ou par train. L'avion étant le plus cher, le train l'intermédiaire et le bateau le moins cher. Personnellement, j'utilise le bateau quasi 100% du temps. De toute façon, l'avion maintenant, c'est plus très utilisé, à part si vous avez des produits à énorme marge et donc vous pouvez vous permettre d'avoir un coût de transport qui soit plus élevé, ou alors si vous voulez pas perdre la vélocité de vente sur vos produits et que vous voulez faire un réassort express, dans ces cas-là, ça peut faire sens d'envoyer, mais il faut que vous sachiez que sur les ventes du produit que vous allez avoir fait livrer par avion, la marge va être vraiment fortement soit vous n'allez pas avoir de marge, ou soit vous allez avoir une toute petite marge. J'ai noté un petit peu les coûts pour que les gens aient un ordre d'idée de combien de temps ça prend et combien ça coûte. Donc en avion, il y a 2 modes, il y a l'avion express et cargo. Donc l'express, le plus rapide du rapide, c'est avec les DHL, FedEx, UPS. On est à 8-12 $ du kilo et vous allez avoir entre 3 et 5 jours ouvrés. L'avion cargo, ça va être entre 7 et 12 jours et là, ça va être du 4 à 6 $. Donc ça descend quasi de moitié. Ensuite, le train, on est à 2,50, 3,50 le kilo avec un délai de 18 à 25 jours. Et le bateau, on va être entre 1,2 et 2,5 $ du kilo. Et on va être sur du 30 à 45 jours, suivant là où vous envoyez. Si ça va être en Europe, ça va être parfois plus long que si vous envoyez sur la côte ouest. Juste un petit disclaimer, ça dépend de la saisonnalité et aussi du poids volumétrique du produit. Donc, quand on envoie, je vais grossir le trait, une plume de 2 mètres par 2 mètres, géante pour de décoration. C'est pas parce que c'est une plume que ça veut dire que ça coûtera pas cher, parce qu'en l'occurrence, elle fait 2 mètres par 2 mètres. Exactement. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Et donc, ça nous emmène au point suivant. Une fois que la qualité a été contrôlée et que les produits sont en route vers Amazon, eh bien, c'est le grand moment où il va falloir créer ce qu'on appelle le listing, donc la page produit. La page de vente sur Amazon, ce que vous voyez vous en tant que client finaux. C'est-à-dire que quand vous allez dans les résultats de recherche sur Amazon pour un mot-clé et que vous cliquez sur un produit, vous arrivez sur une page, eh bien, c'est à nous en fait de créer cette page. Exactement. Alors, c'est très guidé, c'est-à-dire que vous avez que du texte à mettre. En fait, c'est des cases à remplir. Donc, on va aller dans son compte Amazon Seller, donc c'est son compte de vendeur et non pas d'acheteur cette fois-ci, vu qu'on est là pour vendre. On va aller donc dedans et mettre 2 éléments. Ça va être du texte et des images. Donc le texte, ça va servir au référencement et à la bonne compréhension du produit. Donc ça va être le titre, les bullet points, la description. Ensuite, on va avoir les visuels. Donc on va avoir 6 visuels principaux en haut de page. Donc c'est ceux qu'on feuillete quand on est en haut de page. Et en dessous, dans la partie description, on va avoir ce qu'on appelle du contenu A+. Encore une fois, ce sont des visuels qui vont permettre de communiquer un peu plus sur le produit, mais également sur sa marque et de pouvoir mettre en avant d'éventuels autres produits qu'on va lancer plus tard. Donc, on a la partie haute de la page et la partie basse avec donc des visuels et du texte. Et c'est vraiment important de ne pas lésigner sur les images, sur la qualité des photos de vos produits, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont avoir tendance à vouloir un petit peu réduire les coûts en faisant leurs photos eux-mêmes, etc. Et en fait, le niveau de compétition est arrivé tellement élevé que si votre image dans les résultats de recherche sur Amazon ne perce pas l'écran, vraiment se différencie des autres. On peut plus juste faire des petits tests comme ça. Donc là, il faut mettre un petit budget minimum. Je sais que toi, tu travailles avec un photographe qui est en Chine. C'est quoi à peu près les tarifs pour... Alors, ça commence à partir de 200-300 $ les plus petits packages. Et après, si on veut qu'il s'occupe en plus du photoshooting, également du graphic design, donc à ne pas confondre prendre des photos d'un produit et mettre les infographies autour qui expliquent le produit. Exactement. Donc, c'est 2 choses différentes. Si on a un budget limité, ce que je faisais au tout début, c'est que je faisais faire des photos et ensuite, je faisais moi-même la mise en page avec des logiciels comme Canva, très facile d'utilisation, même si on n'est pas un grand créatif et surtout, c'est gratuit. Donc vous pouvez avoir juste les photos de vos produits fond blanc et puis ensuite, sur Canva, vous faites l'infographie autour pour expliquer votre produit et c'est ce qui aide en fait à la conversion, c'est de montrer vraiment les avantages, les fonctionnalités de votre produit. Donc ça, c'est une chose. Et pour ceux qui veulent optimiser vraiment tout pour pas justement attendre que vos produits arrivent dans les entrepôts d'Amazon, il faut au moment où la marchandise quitte votre fournisseur, qu'il y ait 2-3 unités qui auraient été produites en plus. Si c'est un produit qui n'est pas très cher, parfois vous pouvez même négocier de les avoir gratuits, ces unités,
pour les envoyer à un studio photo. Ça peut être en Chine. Moi, j'ai travaillé avec des studios photo également en Europe ou à différents endroits. Et vous les envoyez en express en quelques jours. Comme ça, pendant les 30, 35 jours, 40 jours que votre marchandise est en transit, eh bien, vous avez toute la partie visuelle de votre fiche produit qui est en production également. Donc voilà. Et ensuite, ça va être le moment tant attendu. C'est quand vos produits rentrent dans les entrepôts d'Amazon. Vous recevez l'email. Une notification. Ouais. Et donc là, c'est le grand moment. Ouais. On sait donc que la marchandise est en train d'être traitée, donc en train d'être scannée. Et donc, ça va être le moment de lancer le produit, donc d'obtenir des avis dans un premier temps, de créer ses campagnes publicitaires et de commencer à obtenir ses premières ventes. L'objectif, ça va être de vraiment ranker, donc c'est-à-dire d'être visible sur les premières pages le plus vite possible. Et ensuite de garder cet emplacement donc dans les premières pages pour augmenter ses ventes parce que justement on aura gagné cette visibilité. Donc le but c'est vendre beaucoup au départ, gagner en visibilité et en fait c'est un cercle vertueux finalement parce que plus on va vendre, plus on va être visible et donc plus on est visible, plus on vend également. Et donc pour récapituler, ensuite c'est obtention d'avis et lancement des campagnes publicitaires et donc objectif vendre rapidement pour être visible le plus vite possible. Ouais, envoyer les bons signaux à Amazon. Également, vous pouvez aussi faire des campagnes externes, donc avec du trafic externe type Google Ads. Vous pouvez faire des campagnes avec des influenceurs sur Insta, YouTube, etc. Ça dépendra. Marche très bien aussi. Ça dépendra de votre budget de départ en fait. Et du type de produit aussi. Et du type de produit, exactement. Il y a des produits qui sont très TikTok friendly où on peut faire du contenu organique gratuitement qui peut renvoyer vers Amazon. Il y a plein de techniques. Aussi, ce qui est pas mal, c'est d'ajouter des coupons ou de faire des codes promo pour encore plus inciter les ventes au départ. Ouais, pour moi, encore en général, plus... je mets 5% au début quand je lance. Ça rajoute un peu de visibilité, ça donne l'impression qu'il y a une promo même si c'est que 5%. Ouais, et ça encore une fois, ça envoie des bons signaux à Amazon parce que vous augmentez votre conversion quand les gens arrivent sur la page et ils voient qu'ils peuvent cliquer sur le coupon, ils sont contents et ils achètent plus facilement. Et donc maintenant que le produit est lancé, eh bien, la deuxième partie, on va dire la deuxième casquette d'un vendeur Amazon FBA, son deuxième métier, ça va être de scaler et de voir les choses en plus grandes. Ça, c'était un point de départ, son premier produit. Et donc, il ne faut pas s'arrêter là. Et donc développer son compte et donc son chiffre d'affaires. Pour moi, ça passe donc soit par développer sa gamme, ça peut être de nouvelles variations de son propre produit, donc des couleurs ou des tailles différentes ou des designs différents, ou même de nouveaux produits au sein de sa gamme. Pour faire des ventes complémentaires. Exactement, donc si on vendait des tables, vendre par exemple des tables de chevet ou peu importe, d'autres meubles, etc. Ou alors de vendre à travers d'autres pays ou d'autres continents. Donc, on vend en France, mais en quelques clics, on peut vendre aux Émirats, aux États-Unis ou au Japon. Ouais, ça c'est assez facile et c'est vrai que beaucoup de gens sous-estiment et vont rester souvent concentrés sur un seul pays, celui où ils vivent parfois, où ils se sont lancés, la France, et vont oublier de regarder les possibilités qu'il peut y avoir avec Amazon qui sont exceptionnelles puisque en quelques clics, on peut ouvrir des nouveaux marchés. Le business que j'avais revendu, j'ai réussi à développer, donc je passais de 2 à 9 références en l'espace d'un an et de 1 à 3 pays. Ouais. Donc ça va assez vite. Et ce qui est formidable grâce à la logistique d'Amazon parce que sinon ça serait très difficile à faire avec son propre site, d'avoir des entrepôts dans les pays, surtout etc. avec des petits volumes parce que justement ce business-là, il me faisait à peu près 3000 de profit par mois, donc j'étais un petit vendeur à ce moment-là. Et pour autant, j'arrivais à vendre sur 3 pays différents, ce qui est complètement impossible lorsqu'on est un petit vendeur en e-commerce. On ne peut pas avoir des stocks dans 3 pays avec des volumes aussi faibles. Et donc, pour conclure un peu ce point-là, l'idée, c'est de ne pas rester endormi sur ses lauriers quand on a eu son premier produit de lancer sur une marketplace. Il faut toujours voir un petit peu plus grand et voir comment on peut développer ça et comment créer vraiment une marque solide, parce que c'est ça l'idée avec le private label sur Amazon, c'est de créer une marque qui fasse l'effet de boule de neige. En fait, à chaque fois, vous ajoutez et vous faites grossir cette marque et donc vous faites grossir la valeur de l'actif de votre marque. Et je pense que c'est le dernier point sur lequel on peut terminer cette vidéo, c'est de bien faire comprendre aux gens que c'est pas un petit coup, un petit business rapide où on prend un petit profit ou un revenu. C'est aussi un business où vous allez avoir du revenu mensuel, des profits mensuels, plus une possibilité d'exit. Donc au moment où on fait cette vidéo, c'est à peu près 2,5 à 3,5 fois le profit annuel. Donc entre 30 et 42 mois de profit net. Ça va dépendre de plein de choses. Forcément, ça peut monter bien plus haut suivant la barrière à l'entrée que vous avez, si vous avez des brevets sur vos produits, suivant si votre marque elle domine vraiment une niche ou pas. Ça va avoir des multiples un peu différents. Mais grosso modo, vous pouvez faire un exit. Et surtout, n'importe qui dans le monde peut être intéressé par ce rachat. À l'inverse d'un petit business physique qui serait quasi invendable avec un petit chiffre d'affaires, alors que là, même avec un petit chiffre d'affaires de ne serait-ce que 100 000 euros par an,
et ben, on peut revendre ce business à quelqu'un qui habite par exemple aux États-Unis. Ouais, c'est ce qui t'est arrivé d'ailleurs. Toi, tu lances ton business, tu étais en Thaïlande et tu as fini par le revendre à un acheteur new-yorkais, il me semble. Non, ouais, de Kansas City. Ouais. Ah, Kansas City, ok. Donc voilà, ça vous limite pas et c'est la beauté des business web, c'est que le monde devient votre terrain de jeu. Avec une plateforme comme Amazon, on peut se retrouver à vendre dans des pays qu'on n'aurait peut-être même jamais imaginé en quelques clics simplement. Donc il faut simplement savoir les utiliser à son avantage. Et c'est le message qu'on voulait faire passer à travers ce podcast. Pour ceux qui veulent les ressources gratuites qui ont été mentionnées dans le podcast, donc le calculateur de rentabilité et la mind map pour voir intégralement le chemin que vous allez devoir parcourir pour lancer votre premier produit, vous trouverez ça gratuitement juste en dessous en description. Et puis pour ceux qui voudraient aller plus loin et être accompagnés en se lançant sérieusement sur Amazon, eh bien vous allez avoir 2 formules, soit la Super Seller Academy, qui est notre formation Amazon FBA avec des vidéos totalement exclusives et tout le temps mises à jour. Et en plus de la formation, vous avez bien sûr également accès à une communauté de vendeurs qui s'entraident au quotidien. Et pour ceux qui voudraient un accompagnement plus individualisé, qui voudraient être suivis par un coach, eh bien dans ces cas-là, nous avons le mentorat Amazon FBA avec des vendeurs expérimentés qui vont vous appeler de façon régulière pour pouvoir mettre en place toutes les étapes pour créer un business à succès. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. On se retrouve soit à l'intérieur d'un des programmes d'accompagnement, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, bye bye.